On commence cette première... Alors, pour vous dire qu'en plus, moi je suis ravi de vous accueillir. Merci Yves Juel, maire de Menton, président de la communauté d'agglomération, qui est là. Taïsia Savchouk, qui est la présidente de la fondation Savchouk à Monaco. Vous allez voir, engagé dans beaucoup d'actions. Et puis un copain on se connaît depuis longtemps, que j'ai eu le plaisir d'interviewer, de le voir à l'œuvre, Sébastien Hucher. À travers d'une association, il fait aussi beaucoup de choses sur la mer. En plus, maintenant, il a une émission à Monaco, à TV Monaco. Hein. Enfin, ouais, tu es en train de la préparer. Hein. Bon, et on va essayer d'avancer, surtout sensibiliser tous les gens. Merci à vous trois d'être présents. On va parler aujourd'hui d'engagement. Et on va commencer avec toi, Yves. Je vais te passer le micro. Voilà. Hier, on a vu avec des scientifiques, des chercheurs, des spécialistes sur aujourd'hui l'inquiétude qu'on a tous sur ce dérèglement climatique, les enjeux qui sont devant nous à très court terme. Le maire, le président de la communauté d'agglomération que tu es, comment tu vois les choses? Est-ce que ça va faire changer aussi la vision politique aujourd'hui en termes de finances, de projets politiques que vous avez? Merci, puis d'abord ravi de vous accueillir à Menton parce que vous n'êtes pas sans ignorer, vous rappelez il y a 2 ans la terrible catastrophe qui avait frappé la Riviera française avec la catastrophe de la Roya qui s'est étendue d'ailleurs sur les 2 autres vallées de la Tinée et de la Vésubie, même si c'est pas la Carpe, enfin dans ces cas-là on ne regarde pas la délimitation des territoires. Et on voit régulièrement maintenant des événements, je dirais, soit méditerranéens dans nos régions, puisque c'est le terme qu'on emploie, soit des événements aussi catastrophiques dans d'autres parties du globe. Hier, c'était dans l'ouest de la France avec la tempête Nelson. Bon, il n'y a pas, je dirais, un mois où on n'est pas en France ou à l'étranger, au Brésil récemment. Enfin bref, on n'a pas un soir où on n'est pas une catastrophe annoncée due au dérèglement climatique en grande partie. Donc c'est sûr qu'un maire aujourd'hui ne peut pas ignorer tous ces problèmes qui ne vont pas aller en s'arrangeant malheureusement, même si de gros efforts sont faits. Mais je pense que dire qu'on va pouvoir maîtriser rapidement ces dérèglements me semble franchement utopique. Donc il faut admettre qu'il va falloir au contraire anticiper pour pouvoir protéger nos communes, protéger les habitants. Et puis surtout, essayer, comme tu le fais aujourd'hui, comme vous le faites, réfléchir ensemble pour trouver des solutions, garder quand même de l'optimisme, parce que si on n'est pas optimiste, ce serait terrible, garder de l'optimisme et puis essayer de voir tout ce que l'on peut faire pour limiter la casse, pour anticiper. Donc au niveau de Menton, on a la chance d'abord, je dirais, de ne pas avoir été nous touchés par la fameuse tempête Alex dont on parlait, mais enfin la Riviera l'a été. On a la chance d'avoir dans le conseil municipal et à côté du conseil municipal des associations qui sont impliquées régulièrement sur la protection de l'environnement. Ils savent tous qu'ils ont et qu'ils auront une écoute favorable de la collectivité, que ce soit Menton ou la Riviera française. Et puis je crois qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager dès le début avec les enfants et avec grand plaisir. Quand je suis arrivé, c'est ce que je vois fait par la Villa Blanche et Saint-Jean, et puis toutes les écoles, tous les jeunes maintenant sont conscients et spontanément viennent quand il y a des opérations de nettoyage de plage, comme l'a fait récemment encore Sébastien. Et je m'en veux pour espoir, puisqu'on a un conseil municipal des jeunes à Menton, et quand je suis allé, voir un peu comment se passait la pré-campagne électorale dans les écoles. Et c'était beaucoup mieux organisé que la vraie. Hein. Ils étaient sérieux, pas d'abstention, enfin c'était très sérieux. Ils avaient le droit chacun, c'était des binômes, de faire une affiche avec leurs priorités. Et qu'est-ce qui revenait? Mais sur toutes les affiches, sur tous les candidats, ceux qui ont été élus, ceux qui ont été battus, c'était en premier l'environnement. Il y avait pas, c'était unanimité partout. Alors après, il y avait le sport, la protection, le bien-être animal, etc. Mais ce qui revenait tout le temps, c'est l'environnement. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler les yeux. On est devant un monde qui va pas s'améliorer, et pas seulement malheureusement dans l'environnement. Il faut anticiper. Alors c'est vrai que dans certains cas, souvent ça coûte de l'argent, donc il faut le prévoir. Ce matin, je voyais que le maire de Breil-sur-Roya, qui fait partie de la CARF, a mis en place de nouveaux systèmes de protection
de ces bâtiments historiques et de certains nombre de maisons. Donc les technologies étudient des solutions pour pallier à certains drames. Je crois qu'il faut le prévoir. Bon, maintenant, il faut aussi être franc, hein, les communes, elles n'ont pas des réserves inépuisables d'argent. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, si j'ai bien écouté ce qui s'est dit il y a 2 jours, il ne faut pas vraiment compter pour l'instant sur des subventions augmentées de la part de l'État qui se heurtent à des problèmes identiques aux nôtres. Et on voit bien la succession d'événements qu'il y a eu depuis quelques mois dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Bon, où l'État a joué ce rôle, les assurances ont joué leur rôle, même si dans certains cas, je trouve qu'ils sont un peu lents pour compenser les dommages des gens. Il faut faire des choix. Alors, il y aura peut-être des choix douloureux à faire. Faut faire. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, l'environnement est devenu une priorité. Avant, je dirais, on en parlait, mais je vais faire hurler Sébastien quand je vais dire ça. Mais je pense qu'on en parlait parce que ça faisait bien, à un moment. On en parlait parce que ça faisait bien, il fallait qu'on en parle, il fallait le dire. C'était pas pensable qu'une collectivité apporte pas de sujet. Et puis maintenant, on se rend compte que non seulement ça fait bien, mais que c'est indispensable. Voilà un peu, moi, aujourd'hui, la position. Alors, ce qui est rassurant, c'est que tous les maires de la Riviera française, les 14 maires qui sont avec moi, ont tous la même approche. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont dans la Roya, parce qu'ils ont été aux premières lignes pendant des mois et ils ont montré ce dont ils étaient capables. Mais je pense que tous les maires aujourd'hui sont conscients, même sur la côte. On voit sur Manteluel-Anapoul, sur là où il y a eu des problèmes de submersion marine, puis d'inondation. Tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, on se sent un peu isolé. Oui, isolé, alors, puis surtout, il faut le dire, hein, vous n'avez pas la main sur tout. La mer, c'est pas votre domaine de compétence. Hein. La mer, c'est pas de compétence. Ils ont tous les rapports, on s'inquiète beaucoup. Une commune, quand on voit ce qui se passe avec le trait de côte, la montée des eaux, est-ce que c'est une priorité? Parce qu'on se dit que peut-être dans 50 ans, le tourisme à Menton, il risque de plus en avoir. Oui, alors je dirais, je suis quand même un peu... Je suis pas quand même trop inquiet. Menton n'est pas prêt d'être envahi complètement par les eaux. Menton ne sera pas Venise demain matin. Hein. Mais non, mais plus sérieusement, on s'aperçoit, pour les gens qui habitent Menton, que depuis 2-3 ans, beaucoup plus souvent les routes du bord de mer sont fermées, beaucoup plus souvent il y a des submersions qui touchent les routes proches du bord de mer. On a la chance de ne pas avoir des inondations comme dans certaines communes, parce qu'on a aussi un territoire qui permet un écoulement plus facile que dans d'autres. Par contre, ce que l'on voit de plus en plus, c'est des effondrements de terrain, encore récemment autour de Menton, qui bloquent des routes, donc qui gênent la vie de tous les jours, l'économie. Donc, on est obligé d'anticiper, mais bon, malheureusement, moi je suis incapable de dire ce soir ou demain à quel endroit ou une route va y avoir un éboulement sur une route. Bon, ça on ne peut pas le prévoir. Bon, et puis on doit travailler étroitement avec les autres collectivités. Alors on a la chance d'avoir un département qui est très impliqué sur ce domaine, qui intervient très vite parce que ça fait partie de ses compétences. Il faut savoir que chaque collectivité a ses compétences, le département, la région, l'État, mais on a la chance d'avoir très bon rapport avec le département. Ils interviennent très vite, ils anticipent aussi des protections de talus de façon importante maintenant. Moi, je reste optimiste, je dis simplement, il ne faut plus fermer les yeux, on ne raisonne plus à 100 ans en se disant dans 80 ou 100 ans, on raisonne dans quelques années, donc il faut être optimiste, il ne faut pas avoir peur même des fois de prendre des décisions qui peuvent choquer à court terme, mais enfin, à Menton, on est vigilant, on est bien entouré, dans mon équipe des gens dont c'est je dirais, presque l'obsession politique de faire ce travail. Bon, je pense à Élodie Robert, et puis il y en a d'autres, et puis tout le monde prend conscience, il y a des associations qui sont, présentes autour de nous, qui interviennent sur le terrain régulièrement. Non, moi je suis optimiste, la seule chose que je souhaite, c'est que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, le ou les gouvernements, en fonction des choses qui évolueront, soient assez intelligents pour décentraliser les décisions au maximum. Parce que je crois que ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, c'est pas la même chose que ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes.
c'est la même finalité, mais c'est pas les mêmes causes qu'on produit les mêmes effets, c'est pas les mêmes traitements. Donc je pense qu'il faut qu'on laisse, alors que ce soit la couverture du préfet, bon c'est normal, il y a des règles, il faut les respecter, mais je pense que le préfet des Alpes-Maritimes, il connaît mieux les Alpes-Maritimes, en tout cas ses services, parce que les préfets ils changent tous les 3 ans, donc ses services, que celui du Pas-de-Calais ou de la Moselle, et vice-versa. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une décentralisation, une confiance qui soit faite au maire, parce que dans tous les domaines on dit le maire il est en première ligne, c'est vrai, mais encore faut-il qu'on lui donne les pouvoirs d'agir, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, et puis après, il faut du courage. Du courage, oui, parce que c'est le paradoxe. En politique, il a toujours tendance à brosser dans le sens du poil. Là, il va falloir avoir un courage de dire aux gens, il faut y aller, il faut s'engager. Et tu le disais, il prend des décisions difficiles. C'est ce que je te disais aujourd'hui. Je crois qu'on a vraiment plus le choix. Hein. Et aujourd'hui, ne pas s'engager, c'est jouer la politique de l'autruche et refuser de voir la vérité. Je pense pas que... Enfin, comment dire, je pense pas, en tout cas jusqu'à maintenant, j'ai pas eu ce sentiment que beaucoup d'administrés soient hostiles à ce type d'initiative et n'en aient pas conscience, même si dans certains cas, ils l'avouent pas ouvertement. Mais je pense qu'il y a plus grand monde en France quand même qui n'est pas conscient qu'on ne peut plus vivre. Alors déjà, on peut plus vivre comme on vivait avant le Covid. Ça a l'air de rien, mais bon, malgré tout, c'est important. Et je pense que maintenant, on ne pourra plus jamais vivre, construire, gérer des communes comme on faisait il y a 10 ou 15 ans. Bon, ça c'est acquis. Et on sait que si on fait pas attention, dans 10 ou 15 ans, on aura des problèmes. Je te remercie. Voilà. Alors, je sais que tu as un agenda chargé. On va tout de suite prendre des questions. S'il y a des questions dans le public pour le maire de Menton, voilà. Si vous avez... Si vous vous questionnez, voilà, il y en a. Alors, voilà, prends le micro ici. Il y en a une qui est juste là. Comme ça, on te libère après et on continue. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir, justement, est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions que vous faites, notamment en faveur de la protection de la mer, puisque c'est notre sujet, mais plus largement sur des questions environnementales? Alors, des actions concrètes, chaque ville a ce que l'on appelle un PLU, un plan local d'urbanisme. Normalement, chaque ville doit l'avoir. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque s'ils ne l'ont pas, c'est l'État qui reprend la main. Chaque ville, normalement relativement importante, doit avoir ce qu'on appelle son plan local d'urbanisme. Alors, c'est un document très compliqué à faire, parce que ça implique, c'est vraiment de la dentelle pour définir, en incluant toutes les règles, les zones qui sont habitables, pas habitables, la hauteur de peut construire, faire ressortir les zones qui sont dangereuses parce que c'est des zones sismiques qu'on appellera les zones rouges ou des risques d'éboulement, la protection, des espaces boisés classés, les zones vertes, les zones agricoles, enfin bref, je ne vais pas tout vous détailler, mais donc il y a ce plan local d'urbanisme, il est travaillé par les services de l'urbanisme de la ville, en l'occurrence Menton, en liaison avec les services, les différents services de l'État. Et là, systématiquement, on intègre, pour revenir, si vous voulez, à la partie qui nous intéresse un peu plus, on intègre, tout ce qui va être la préservation de l'environnement existant en se projetant plusieurs années, en avant. Donc je parle aux zones vertes, aux terrains agricoles, aux espaces remarquables. Bon, tout ça, ça doit être protégé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'y construire. C'est inscrit dans les règles que l'on fait dans le cadre du PLU. Ensuite, il y a des indications sur les zones où un danger peut exister, donc les zones qui sont des zones à danger sismique. Pour ça, c'est la CEREMA, c'est les services de l'État qui nous donnent des informations, donc qui sont retranscrites et en annexe au PLU, ce qu'on appelle le PPRI, le plan de risque à la fois de submersion, et donc tout ça est fait. Et donc on a les zones où on peut pas construire parce que c'est des zones qui risquent à plus ou moins, déjà au plus moyen terme, d'être inondables. Donc pour cause, on doit plus y construire. Ce qui n'était d'ailleurs pas, quand on voit ce qui se passe depuis quelques temps dont je parlais, et même avant, vous avez des zones où aujourd'hui on se dit mais comment a-t-on pu construire là? Ça paraît presque surréaliste quand on voit des zones inondées. Vous savez, c'est pas possible qu'on ait construit à la fois des lotissements ou des zones artisanales. Bon, sauf qu'à l'époque, a priori, c'était constructible, où il y a eu une tolérance des services de l'État de dire, bon, après tout, on peut le faire. Bon, tout ça aujourd'hui, c'est canalisé sur ce fameux PLU, qui est la règle de vie, si vous voulez,
urbanistique, la règle de vie économique de la commune. Donc ça doit être validé bien par le conseil municipal, validé par ce qu'on appelle les personnes publiques associées, c'est-à-dire les autres communes, les associations, les services de l'État. Puis une fois que tout ça est validé, ça fait comment dire, règle et on l'applique. Mais c'est, comment dire, c'est très strict. Et là où vous avez, par exemple, des incompréhensions et des difficultés pour le maire, ou les maires, il n'y a pas que moi, hein, c'est qu'on va vous demander, par exemple, l'État va vous dire, à Menton, vous devez construire 7000 logements sociaux de plus parce que c'est la loi SRU. Ah bon, très bien, d'accord. Vous avez vu qu'on ne peut pas parce que là, on n'a pas le droit de construire, là, on n'a pas le droit de construire. Oui, mais là, on peut construire. Ah non, là, vous ne pouvez pas construire parce que c'est la loi climat et résilience, il faut protéger les espaces verts. Donc c'est un casse-tête permanent, si vous voulez, où s'opposent à la fois les réglementations, je vais être méchant, un peu sectaires et archaïques de certains services de l'État, bon, qui sont dogmatiques, qui ne cherchent pas à comprendre, parce qu'une fois encore, Menton, c'est pas la plaine du Var, et la plaine du Var, c'est pas Menton. Donc c'est là où je dis qu'il faut qu'il y ait une décentralisation vraiment efficace de décision sur ce domaine-là, entre autres. Alors après, il y a des grandes règles nationales qui peuvent en effet impliquer tout le monde. Mais voilà, donc pour moi, c'est le plan local d'urbanisme qui peut concentrer un maximum d'informations et de décisions pour aider et contrôler les administrés dans la façon de vivre et de s'installer dans les années qui viennent. Allez, une autre question. Je sais pas, oui, là vous m'entendez. Je suis géologue, j'arrive de Bordeaux et je suis ici avec une casquette de scientifique au milieu de collègues qui sont artistes et avec un but commun de sensibiliser les gens aux changements environnementaux, changements climatiques et biodiversité. Et hier, on a eu la chance de visiter votre très belle ville de Menton, en passant par le littoral. Et vous avez vraiment la chance d'être dans un cadre magnifique. Et nous avons vu le musée Cocteau, qui apparemment a été submergé par une vague. Et là, la question que je me pose, et que je vous pose, c'est à quel niveau les scientifiques qui sont là pour alerter, à quel niveau la chaîne d'information a failli, parce que vous parliez d'évidence, et quand on voit la proximité du littoral de ce bâtiment, ça paraît évident que le risque de submersion était là. Et à quel niveau ça a failli, comment l'information qu'on veut faire passer, et on est là pour faire passer ces informations-là, pourquoi le message n'est pas passé? Alors, j'allais dire que les lois et les lois qui ne sont pas toujours des contraintes. En général, une loi, c'est une contrainte parce que ça veut dire qu'il faut respecter un certain nombre de choses dans la loi, même si c'est bien, parce que les temps ont évolué, parce qu'aujourd'hui, on parle de problèmes à régler dans les années qui viennent, alors qu'à l'époque, c'était dans les 20, 30, 40 ou 50 ans. Je vous prends un exemple. Dans l'entrée de Menton, dans les doigts du râteau, puisque Menton, comme vous voyez, quand vous arrivez sur Menton, vous avez 4 vallées qui descendent, donc un peu, c'est comme si c'était un râteau avec 4 grands doigts, et puis c'est là où c'est beaucoup construit, puis on arrive dans le centre de la ville, qui est plus le centre historique. À l'époque, en 1950-60, il y a une grande vague de constructions qui ont été lancées en France, d'ailleurs pas seulement à Menton, et c'est là où vous voyez des barres d'immeubles en béton, qui sont d'ailleurs affreuses, hein, pour être totalement clair. Ça a été construit, et à l'époque, ils n'étaient pas obligés de faire des parkings. Ça posait pas de problème parce que bon, tout le monde n'avait pas de voiture. Quand on construisait, le promoteur n'était pas obligé de faire des parkings. C'est-à-dire qu'il construisait 100 logements, il pouvait très bien ne faire aucun parking. Bon. Sauf que maintenant, en 2023, on a en moyenne 2 voitures par appartement, voire des fois 3, mais mettons 2. Bon, ça veut dire que vous avez 220 voitures qui doivent se garer quelque part. Et il n'y a pas de parking. Donc résultat, vous avez des embouteillages, enfin, un problème dramatique de stationnement qui existe dans tous ces grands axes. Et ça vient simplement parce qu'à l'époque, personne n'avait pensé à anticiper ce problème de stationnement et l'évolution, si vous voulez, du nombre de voitures par foyer.
les lois, donc, nous, je parlais du PLU tout à l'heure, on est obligé de respecter des directives qui sont données par le département, surtout le département, par les services de l'État, par l'intermédiaire du préfet, sur un certain nombre de points, et on doit avoir des documents qui montrent que la collectivité a intégré toutes ces contraintes. C'est ce que j'expliquais, c'est le PLU. Je parlais tout à l'heure du CEREMA pour les risques sismiques. Là, je pense que dans ce domaine-là, c'est toutes les études qui ont été faites par le CEREMA, elles ont été transmises d'abord au service de l'État, qui les a décentralisées région par région, et ensuite département par département, commune par commune. Moi, j'étais passionné pendant 1h30 de voir toutes les présentations qui étaient faites. Ils ont fait des études en intégrant ce qui se passait dans le cadre des risques sismiques et ce qui s'était passé depuis 1850. Bon, il faut savoir qu'en 1897, il y a eu un tremblement de terre à Menton qui a fait quand même plus de 300 morts. Bon, aujourd'hui, bon, je ne peux pas dire que personne ne le sait, il ne faut pas exagérer, mais on n'en parle pas beaucoup. On sait qu'à court terme, on a peu de risques d'avoir un gros tremblement de terre à Menton. Dans 300-400 ans, il paraît que ce sera plus compliqué. Je ne serai plus là pour le voir. Mais ce que je veux dire, c'est que les scientifiques... on a alerté directement une commune, oui, moi je veux dire, demain, il y a des scientifiques qui demandent à me voir en me disant, écoutez, on s'est aperçu qu'on pense qu'il peut y avoir tel ou tel problème. 1, je les reçois, 2, j'essaie de comprendre, et 3, je prends rang avec les services de l'État concernés pour voir déjà si dans nos documents administratifs, il y a une protection. S'il n'y en a pas, de voir comment on peut la mettre. Ça ne me pose pas de problème. Mais je pense que pour l'instant, c'est plus le contact a l'air plus direct entre les scientifiques, les universités, les services de l'État, et qu'ensuite ça redescend, si vous voulez, vers les communes. La France est très, très centralisatrice, vous savez, même s'il y a eu la régionalisation, en réalité, je crois que c'est plus fort que nous, les Français. Il faut vraiment, alors que d'autres pays européens, c'est très régionaliste, les Français, on est terriblement centralisateurs. On a du mal ils ont du mal à Paris à déléguer un peu et faire confiance avec Saint-Germain et Menton, on est au bout du monde. Hein. Il y a des gens qui disent après Monaco, c'est l'Italie. Non, après Monaco, il y a la Carpe, il y a Menton. On est encore là. Voilà, donc, mais pour vous répondre, oui, puis quand ça a été construit au bord de mer, je peux vous certifier que tout ce qui a été construit, là on est plutôt dans les années, disons, début du siècle, 20-30, la construction était parfaitement autorisée, mais on a un problème je prends cet exemple-là parce que c'est pile poil à l'endroit. On a le problème de pouvoir en effet essayer de protéger, donc on part du Cap Martin, donc la pointe du Cap Martin jusqu'au casino de Menton. Ce grand espace, il y a des protections qui doivent être faites avec théoriquement des digues sous-marines. Ça fait 10 ans. C'est la compétence, non pas de la ville, mais de la CARF. Ça fait 10 ans qu'il y a des projets, qu'il y a des études qui sont faites qui nous coûtent une fortune, avec les services de l'État, la DDTM, avec la DREAL, qui est installée à Marseille. Bon, ça fait 10 ans qu'on fait des études, et à chaque fois, une réponse, c'est pas mal, c'est bien, mais là, il y a quand même ce petit point-là que vous avez oublié, il faudra recommencer. Bon, ça fait 10 ans qu'on fait les études, 10 ans qu'on paye les études, et en gros, on sait que pendant les 20 ans qui viennent, on n'aura pas l'autorisation de pouvoir faire quelque chose. À part si, éventuellement, construire un mur de 1,50 m de haut juste devant la route pour empêcher l'eau d'arriver. Ce qui est totalement, je dirais, à la fois idiot et impensable. Bon. Donc, les rapports avec les services, les services de l'État qui contrôlent l'environnement sont quand même pas simples. La DREAL, j'ai rien contre eux, mais c'est un État dans l'État. Hein. Je veux dire... Quand vous n'avez pas l'autorisation de la DREAL et pour l'avoir, là vous pouvez même téléphoner au président de la République, je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse. C'est vraiment un État dans l'État. Donc, alors c'est sûr qu'il faut protéger les Posidonie, il faut protéger tout ce que l'on veut, mais on est prêt à tout faire. On leur a même été jusqu'à leur dire, donnez-nous le nom du bureau d'études que vous voulez avec lequel vous voulez qu'on travaille, on va travailler avec lui. On attend toujours la réponse. Donc, voilà, et c'est dur de compenser, si vous voulez, après les erreurs qui ont été faites de bonne foi. Hein. Quand ils ont construit leurs immeubles sans parking, ils étaient à la fois dans les règles, de bonne foi, et personne ne s'est posé la question. Donc aujourd'hui, c'est à nous de trouver des solutions pour créer des parkings, pour compenser, sauf qu'il n'y a plus de terrain pour faire les parkings. Donc, Merci. On va passer, parce que là, on a le timing. Dernière question. Voilà, oui, on a Sébastien. On va passer avec Sébastien. Merci, je te remercie d'être venu. Attends, il y a une dame qui voulait poser une question. Alors, court, short.
parce qu'autrement, on va déborder. Moi, je répondrai court aussi. Non. Allumez. Vas-y, allume. Ça marche, oui. En fait, comme disait mon collègue, on a trouvé la ville vraiment magnifique. Elle est très propre aussi. Et puis on s'est promené sur la plage. On est hors période touristique. Et moi, ça m'a fait de la peine de voir pas mal de détritus, de plastique, etc., qui semblaient assez récents. Et je voulais savoir s'il y avait des campagnes de sensibilisation ou de ramassage citoyen qui étaient mis en place en fait par la ville. Ah ben c'est Je n'ai pas l'air de bêtises, mais pour être sûr d'avoir bien compris, vous voulez savoir s'il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites pour la protection du littoral, particulièrement sur les plages, c'est ça? Bon, alors, je suis bien placé. Ben oui, c'est ça. Il est là, l'artiste. À côté de moi, oui, je vous rassure, il y en a. Il y a eu plusieurs actions qui ont été entamées, disons, depuis quelques années. Là, je parle de la période qui me concerne directement, où la ville a organisé avec des associations, dont celle de Sébastien, et puis la ville elle-même, bon, mais tout ça en partenariat, un certain nombre d'actions de protection, de ramassage des déchets, ramassage entre autres des mégots de cigarettes. Et je vais vous faire une confidence, c'est là où j'ai appris, je ne le savais pas, qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau pendant, je crois, 15 ans. Voilà, donc vous voyez, et on avait ramassé ce jour-là, je crois, 4000 ou 5000 ou 6000 mégots de cigarettes. Alors, vous faites le calcul, vous comprendrez. Oui, il y a des opérations de sensibilisation. Il y a aussi des opérations d'action, sensibilisation, oui, d'action, dans lesquelles s'impliquent de plus en plus les lycéens, les collégiens, enfin tout le monde, mais surtout les jeunes. Et puis, plus on en fera, mieux ça vaudra. Mais on est bien aidé par les associations. Là. Voilà. Merci de la transition, comme on dit en télé. C'est pour Sébastien. Excusez-moi, je vais vous abandonner, passer le micro à ma charmante voisine et vous souhaiter une belle journée de travail. Ouais, on va continuer avec Sébastien puisqu'on est sur... Merci Yves. Ouais. Tiens, Seb, la transition est faite. Hein. Alors, si un mot à retenir, c'est quoi? C'est sensibilisation? Oui, effectivement, c'est bien de l'appeler action de sensibilisation parce que ramasser des déchets sur la plage, c'est à la fois c'est totalement anecdotique, il n'y a aucun impact environnemental clair, mais ça permet de réunir des citoyens, de faire une action pragmatique, accessible à tous, qu'on soit ouvrier ou scientifique. On peut aller ramasser quelques déchets sur la plage, se connecter. Et puis, ça permet aussi vraiment, je me suis rendu compte que ça permettait aux gens de se rendre compte que les déchets sur la plage n'étaient pas le fruit des incivilités. C'était le fruit d'une problématique sociétale, d'une problématique de capitalisme, d'une problématique de mode de fonctionnement. Et ça, c'est là où le ramassage de déchets est intéressant. C'est que tout de suite, les gens, mais qui jette ces déchets-là? Ah ben non, mais non, il n'y a personne qui jette ces déchets-là. Ou 80% des déchets qui sont sur la plage ne sont pas jetés sur la plage. Ils viennent de la mer. On a retrouvé la semaine dernière un yaourt de 1996 avec la date de péremption sur la plage. Une marque de yaourt qui n'est plus produite depuis 2004. Donc c'est pas un déchet qui a été jeté la semaine dernière par quelqu'un qui est venu manger son petit goûter sur la plage. Donc voilà, ça permet de prendre conscience. Et ça c'est intéressant. Et surtout ça permet de sensibiliser et donc de changer le paysage politique du pays. Parce que moi je n'ai absolument rien contre les incompétences actuelles. Incompétence, c'est pas un gros mot, hein. Ne pas être compétent sur un sujet. Aujourd'hui, on n'a jamais attendu nos politiques sur ces sujets-là. On n'a jamais attendu nos politiques sur la compréhension de la science, sur la gestion des problématiques environnementales. Donc, ils sont aujourd'hui encore pas conscients, on pourrait dire inconscients, mais c'est encore une fois vraiment dans la noblesse du terme, et pas compétents sur le sujet. Ils ont des compétences et une conscience incroyable sur d'autres sujets, les politiques, mais pas sur ce sujet-là. Et donc, quand on va sensibiliser les citoyens, alors ils vont voter, et ils vont voter différemment. Les citoyens les jeunes qui ont fait ces dessins-là ne voteront pas pour le paysage politique d'aujourd'hui. Donc, pour moi, la sensibilisation, elle a aussi cette force, c'est de préparer, et aussi d'aider les politiques à prendre des décisions qui pourraient être mal vues, mal comprises, mais avec la sensibilisation, ah oui, finalement, je comprends pourquoi on ne va pas ajouter des places de parking, non, on va encore continuer d'en supprimer. Alors, ça va générer des problématiques de flux, mais on va peut-être changer nos modes de transport.
Et j'ai compris pourquoi il fallait qu'on change nos modes de transport. Donc oui, pour moi, la sensibilisation, c'est la clé pour changer le paysage territorial. Et puis il y a aussi toute la partie d'engagement citoyen des associations. C'est difficile hein, d'être dans une association, on se sent parfois souvent seul, pas beaucoup aidé. Je sais que toi, tu as beaucoup de difficultés aussi là-dessus et il faut tirer vraiment un grand coup de chapeau pour tout ce que tu fais. Et ce qu'on dit souvent avec Seb, c'est qu'on n'y arrivera pas seul, chacun dans son coin. Et voilà, c'est de passer des ponts et ça, c'est vraiment important de collaborer ensemble. Ouais, j'ai aussi un combat, alors ça c'est mon combat professionnel, mais c'est la coopération, amener de la coopération. Aujourd'hui, je crois qu'on a tous une raison, on est tous là pour une raison qui est bonne et on a tous envie d'apporter un sens à l'action qu'on mène. Et donc le combat contre les élus, pour moi, il n'a pas de sens. Et donc c'est vraiment essayer de faire coopération, de se dire que aujourd'hui, si on n'avance pas, c'est qu'il y a beaucoup de conflits. Mais vraiment, on le voit localement, on en parlait tout à l'heure, les différentes associations, les scientifiques, et comment on arrive à créer de la coopération, à s'écouter. Et la chance qu'on a à Menton, c'est que globalement, on nous laisse faire. Voilà, il y a pas de, on a plutôt une écoute. Il y a peu de moyens, le maire le disait, hein, moi j'ai pas beaucoup de moyens sur ces sujets. Et donc globalement, on nous laisse faire, on essaye de mener nos actions de sensibilisation. En tout cas, moi, c'est mon combat, qui est très simple. Sensibiliser localement de manière pragmatique et de manière plus scientifique avec des choses que vous connaissez, hein, des fresques du climat, des fresques de la biodiversité, des fresques de l'économie circulaire, donc des outils un petit peu plus j'ai envie de dire, un petit peu plus concrets pour comprendre comment on en est arrivé là, quel est le problème. Parce que le problème, il est tout simple, hein, tout s'oppose. On est dans une société avec un seul indicateur qui va s'opposer. Vous disiez pourquoi on a construit le musée Cocteau, parce que la science s'oppose à l'indicateur qui dirige le monde aujourd'hui, c'est le produit intérieur brut, c'est le PIB, c'est la croissance économique. Et c'est l'indicateur qui dirige le monde aujourd'hui. Les autres sont pas des priorités. Donc tant qu'on a un seul indicateur qui dirige le monde, eh ben, on n'arrivera pas à changer les choses. Voilà, vous connaissez sûrement des Aurélien Barraud qui vous disent la croissance infinie dans un monde fini, ça ne peut pas exister. Ben, aujourd'hui, on en est encore dans cette chimère-là. On pense que la croissance infinie dans un monde fini peut fonctionner. Donc tant qu'on n'a pas bouleversé ce paradigme, ça s'opposera toujours. Et c'est le PIB qui va gagner, c'est pas la science. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Alors, comme je sais que Seb nous a fait le plaisir de venir et qu'il est aussi pris par des engagements, s'il y a des questions pour Seb, là, pour Sébastien, on les prend tout de suite. Comme ça, on peut le libérer. En tout cas, moi, je vais te dire, Seb, on va s'installer sur le port de Menton-Garavan et tu seras le bienvenu pour toutes tes actions parce qu'on sera heureux de t'accueillir. Voilà. Ah, merci, ça c'est une très bonne chose d'avoir des formes de tiers-lieux comme ça qui apparaissent aussi sur le territoire. Alors, Laurent Londex. Je rebondis sur quelque chose qui vient d'être dit, que la science va pas gagner. C'est pas un match et c'est pas le rôle de la science. La science est là pour répondre à des questions. Elle s'auto-pose des questions, c'est la recherche fondamentale, mais elle répond aussi à des questions de société, que pose la société, et c'est ça le rôle de la science. Après, elle a son fonctionnement, mais elle n'est pas là nécessairement pour convaincre. Par contre, la science, au sens large, elle est là pour apporter de la connaissance et aux autres à utiliser cette connaissance. Alors les scientifiques peuvent faire partie de ces autres en tant que citoyens. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là, pour la connaissance dans mon domaine et pour faire passer un message pour les futures générations, mais aussi pour les gens qui sont aujourd'hui aux manettes. Mais on est là peut-être pour convaincre, mais c'est pas un combat. Enfin, c'est pas un combat. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Moi, je crois que la science va gagner. Donc il n'y a pas de combat, mais la science gagne. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que je sais qu'aujourd'hui, les projections qu'on peut avoir, les projections scientifiques, c'est pas quelque chose qu'on pense, c'est des choses qui arrivent. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on base des décisions politiques, stratégiques, géopolitiques sur des prédictions scientifiques. Donc moi, quand je vois les dessins qui sont derrière vous, des enfants, tout à l'heure, j'avais le cœur qui était déchiré. Moi, je me suis connecté à ces dessins en ayant un sourire, en voyant la beauté des tortues, des baleines. Et puis quand j'ai lu les mots, je me suis connecté à moi, Sébastien, en 1992, quand j'avais 8 ans. Et rien que de vous en parler, là, j'en ai les larmes aux yeux. Je me dis jamais,
À 8 ans, j'aurais écrit ces mots-là. Moi, ça me fait très peur de voir ça. Parce qu'à 8 ans, quand on parle d'être optimiste, des enfants qui écrivent « la pollution m'a tué, sérieux, est-ce que c'est ce que vous voulez voir ?» Les mots sont horribles. Moi, ils m'inquiètent beaucoup, ces mots-là. Quelle génération on est en train de créer ? Et ils ont même plus de place à l'insouciance, à l'inconscience. Moi, à 8 ans, c'est faire des dessins avec des morceaux de plastique. J'avais aucun problème avec ça. J'aimerais être dans la tête de ces enfants quand ils se couchent le soir. Pour nous, on manque d'empathie régulièrement. Après un certain âge, on manque un peu d'empathie quand on voit ça. Mais je ne sais pas si on imagine ce qui se passe dans la tête des enfants qui dessinent des choses comme ça. C'est terrible. On va en parler cet après-midi, vous allez voir beaucoup de choses positives avec ces enfants. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une mode. Hein. Ils sont vraiment conscients, ils ont vraiment un esprit critique, ils connaissent très bien, mieux que quiconque ce qui se passe aujourd'hui sur l'environnement. Merci Seb, c'était super. On va finir. Alors. Ah, d'accord, mais si on ne me le dit pas, moi je ne peux pas le savoir. Alors, attends, ça s'appelle comment? Alors, hop. Mec, ça c'est les... tu veux que je te le vois? Non. D'accord. Ah non, Mickey. Attends, non, voilà, ouais. Oui, art. Voilà. Artwork. Alors, attends. Ah bah, trop tard. Alors, on va descendre. Facebook, c'est Facebook, non? Non. C'est le site. Org. Org.org, ben on va faire .org. Voilà, ça c'est les petits détails du direct. Et le voilà, non? Ah non, ce sont que les vidéos là. Ça c'est tout ce qu'il y a sur le YouTube, non? Alors on va remettre le site. Hein. Alors. Regarde. Hop là, on revient sur le site. Mais on va parler quand même, voilà. On va parler de ça. Alors, tu veux quoi? Les événements? Allez, événements. Okay. Et comme ça, on va parler. Oui. Moi, je suis ravi aussi d'accueillir Taïsia Savchuk, qui a cette fondation à Monaco. Et vous allez voir, on parlait d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir hein, avec tout ce que tu fais, Taïsia. On s'est connus déjà grâce à l'art. Hein, avec le projet Khmilwe. C'est un projet sur la caséine. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. C'est très important votre conférence que vous faites pour sensibiliser les gens, les enfants aussi. Je suis ravie d'être partie de cette conférence aussi. En fait, l'association, elle existe depuis déjà presque 11 ans. On a commencé à parler plus sur le cancer parce qu'on soutient le financement de recherche contre le cancer. On donne aussi le prix à scientifiques célèbres qui ont beaucoup travaillé, beaucoup fait pour avancer la science et pour finalement conquérir cette terrible disease. Mais comme c'est déjà 11 ans, on a travaillé aussi avec les jeunes, les adolescents, les enfants pour plusieurs projets éducatifs. Et quand même, comme c'est santé, c'est une partie de science. Et on a participé aussi dans une très intéressante conférence qui s'appelle Science à Monaco en 2020, qui parlait, cette conférence ne parlait pas que l'environnement, elle parlait vraiment de lien direct entre l'état de l'océan, l'état de l'eau et le cancer aussi. Et on a aussi donné les prix aux jeunes chercheurs des États-Unis, l'autre d'Allemagne, qui ont fait ces recherches pour montrer que vraiment, malheureusement, toute cette pollution avec plastique et tout ce que maintenant tout le monde dit qu'il y a micro-parties de plastique dans l'eau qu'on boit, malheureusement, il y a un grand danger que ça peut donner différentes maladies et le cancer aussi. Ça veut dire le travail de notre fondation, on fait maintenant que c'est plus global. C'est pas qu'on ne parle pas que de cancer, on parle en général qu'il faut préserver la planète, il faut préserver l'océan.
et chacun va prendre sa partie de responsabilité aussi. Et dans ce cadre-là, il y a deux choses différentes. Une chose, on travaille avec les enfants, on fait avec eux les vidéo performance, dance performance. Et l'autre chose qu'on a décidé de travailler avec les artistes professionnels conceptuels. On a une équipe avec Olga Kisilova, qui est une artiste chercheuse, et aussi les professeurs de l'université Sorbonne, et les directrices de le département Art and Science. Et aussi, on travaille avec Tatiana Drozd, qui est là aujourd'hui. Elle est artiste aussi, designer. Et avec cette équipe et moi, toutes les trois, on a réfléchi sur le concept d'abord et ensuite on invite dans nos projets les artistes intéressants. Par exemple, vous pouvez voir maintenant, ça c'est notre vidéo qu'on a réalisée avec Victoria Ananian et son mari Simon. Elle est prima ballerina de Monte Carlo Ballet. Juste, on a parlé, c'est des amis aussi, on a parlé de ce sujet qu'on aimerait bien faire une vidéo qui va sensibiliser les gens, on veut parler d'écologie. Et pourquoi ça s'appelle Milky Way ou la voie lactée? Parce que le concept de notre idée, on a utilisé pour cette vidéo le plastique à la base de caséine. Oui, c'est ça qu'il faut préciser, c'est que le film qu'on voit là, c'est de la caséine, hein, c'est pas du plastique. Hein. Oui, caséine. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le plastique qui fait pas du mal pour l'environnement, parce qu'il est 100% biodégradable. Et en plus, on a fait aussi avec vous le vidéo avec les poissons dans l'océan. C'est très vite biodégradable. C'est vraiment les questions de quelques minutes et ça disparaît. Et on voulait encore une fois parler que le plastique dans l'eau, c'est dangereux pour la santé, pour notre futur. Si vous utilisez ce plastique, regardez, je parle à moi-même, à mes amis, à tout le monde qui regarde cette vidéo, regardez est-ce qu'il y a alternative au sans plastique du tout, ou si c'est le plastique quand même qui est biodégradable. Et comme ça, faire le choix tous les jours. Dans ce côté, on peut changer cette attitude que tout ce qui est moins cher et plus pratique, on va prendre ça. C'est déjà fini. Pour préserver le futur, il faut penser, même si c'est un peu, je ne sais pas, plus cher ou plus difficile, plus délicat, on sauvegarde moins, mais quand même, il faut faire le choix pour ça et choisir quelque chose qui est moins dangereux pour l'environnement. Et comme ça, cette vidéo, on a réalisé, c'était fait avec les artistes de ballet. Et on était très contents parce que cette vidéo elle était invitée à Biennale de Venise il y a 2 ans. On a San Marino Pavilion. On a eu beaucoup de succès avec cette vidéo. On est venu là-bas et en même temps là-bas on a pu montrer aussi quelques live performances, pas que vidéo performance. Mais ce projet Voie lactée, ça, c'est quelque chose assez vivant, c'est grandi chaque mois. Il y a d'autres vidéos qu'on a réalisées et dans les d'autres contextes aussi, parce que pourquoi on a pris aussi Voie lactée, du lait comme symbole? Parce que lait, depuis toujours, il y a plusieurs symboliques. Et une des symboliques, c'est charity, c'est quelque chose de caritatif, c'est bonté, c'est comme on veut aider quelqu'un aussi. Et pour ça, on parle de l'environnement, on parle de la santé, mais c'est comme on a plusieurs femmes dans notre projet, finalement, c'était logique aussi, on a commencé à parler du rôle de la femme aussi dans la société et à travers de l'art, comment on peut communiquer notre rôle. Parce que par exemple, on a participé dans une très belle exposition de l'art contemporain à côté de Paris qui s'appelait Les femmes guerriers, où c'était invité beaucoup des artistes, très bonnes artistes françaises. Femmes, et chacun parlait de sa guerre, femme guerrière, chacun elle a pris différemment. Bien sûr, comme je suis ukrainienne, et pour moi, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est très douloureux. Et ensemble, avec d'autres artistes de ballet, Virginie, on a plus imaginé le rôle de femme comme une femme amazone
qui combat tout ce qui est l'aime dans la vie, qui est fragile, mais en même temps, si elle voit quelque chose vraiment qu'elle aime, elle veut protéger, qu'elle peut devenir fort et elle peut quand même dire non à choses qu'elle pense inacceptables, comme la guerre et la violence et tout. Ça veut dire on continue. Et la prochaine chose qu'on peut faire peut-être bientôt avec Milky Way, c'est comme on est partenaire avec Centre scientifique de Monaco depuis 4 ans. On les soutient pour plusieurs choses, et notamment sur les recherches contre cancer pédiatrique de cerveau. Oui. Très contente pour eux, ils ont fait un magnifique travail. On va en dire 2 mots, hein, parce qu'il faut qu'on parle de Vincent Picot, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est le responsable du laboratoire de recherche. Le Centre scientifique de Monaco, dans sa partie biomédicale, a mis en place une recherche sur le cancer du cerveau des enfants. Ils ont terminé les recherches. Donc c'est un formidable espoir. Hein. On passe. Oui, voilà. Maintenant, il y a les essais médicaux, voilà. Et c'est très positif. Et j'espère qu'à la fin de cette année, ils vont faire une publication déjà avec de bons résultats. De ce qui est très bien. Et avec Vincent Picot, il nous avait proposé à notre collectif d'artistes conceptuels aussi de réaliser ensemble un vidéo. Ça peut être très intéressant parce que eux, ils ont un microscope qui permet de voir les cellules dans différents angles. Et ça donne une image très originale, assez abstraite. Ça veut dire qu'on a décidé de faire ensemble une vidéo contemporaine en utilisant les recherches qu'ils ont faites, mais on va ajouter aussi les visions de vidéos contemporaines aussi, et comme ça que ça va avoir plusieurs lectures. Une aussi, on va inviter nos amis philosophes qui vont écrire le texte, évidemment scientifique parce que c'est une vidéo scientifique, et les visions de choses contemporaines. Et comme ça, on est très content de cette collaboration. Je pense que ça peut être encore une occasion à travers faire ce lien entre l'art et science, l'art et health, et communiquer aux gens que tout le monde réfléchit encore plus et plus profondément de tout ce qui se passe dans notre vie. C'est important. Souvent, c'est nous qui prenons les décisions dans notre vie quotidienne. Et en fait, tout a conséquence. Mais j'espère que cette vidéo va inspirer les gens, mais on veut le faire plutôt positif, cette vidéo. Bravo, merci. Des questions pour... voilà, mais regarde, il y a une question qui est juste là, qui est de Cécile. Merci beaucoup. Et je voulais juste, alors c'est pas vraiment une question, mais je voudrais juste rebondir sur cette magnifique vidéo. En fait, quand on la reçoit, c'est pas seulement une magnifique vidéo, c'est pas seulement joli. Les gens peuvent penser que voilà, c'est le côté positif ou merveilleux de la chose et de l'art, et que c'est ça qui peut nous permettre de nous réconcilier. D'ailleurs, on ne sait pas trop avec quoi. En vérité, je pense que c'est beaucoup plus fort que ça, parce que derrière les images en action, il y a une dimension performative des performeurs, des danseurs et danseuses, hein, et que cette dimension performative, elle porte aussi ce qui leur a été donné, à savoir ce grand voile de caséine qui ressemble à du plastique et avec lequel on s'enveloppe très doucement, avec des gestes très harmonieux et dont on se défait et qu'on reprend, etc. Et qu'on les suit dans ce mouvement-là. Et donc, le fait de faire travailler des performeurs avec cette grande langue de caséine fait qu'on peut penser qu'on peut travailler ainsi dans nos vies, en fait. Donc, c'est cette dimension performative des artistes, parce que les performeurs et performeuses sont aussi des artistes. Il y a ceux qui conçoivent et il y a ceux qui aussi performent, et ceux qui performent sont aussi des artistes, hein. Et donc, quelquefois c'est les mêmes, et quelquefois ce sont des personnes différentes. Et donc, de fait même, quand on comprend cela, on apprécie différemment cette vidéo. C'est-à-dire qu'elle donne une portée de réflexion et d'articulation, et c'est là où on retrouve notre articulation art-science. Voilà. Sinon, on la prend sur un niveau très superficiel et on rate un peu l'histoire. On dit « Ah oui, c'est juste, oh oui, c'est joli, c'est agréable, oui, oui, c'est fait. » En fait, non, c'est pas ça. Voilà, c'était pas du tout, en fait, c'est pas une question, c'est une appréciation. Merci beaucoup, parce que... Oui. Merci pour votre avis, parce que c'est vrai, ça dépend, vidéo, ça change. Attends. Ah, il faut qu'il ouvre là-bas. Voilà. Parfois,
Alors, merci pour votre avis, parce que c'est vrai que vidéo, ça change la compréhension selon les personnes qui le voient. Est-ce que c'est les enfants, est-ce que c'est les adultes, et bien sûr, personnes qui comprennent tout, qui va vraiment loin et qui ça correspond à valeur qu'il a déjà, et ils comprennent. Parfois, les gens ils nous posent des questions, et c'est normal. Et les enfants, par exemple, parfois on explique, on veut. Ça, c'est pas toute vidéo. Peut-être plus tard, on peut demander aussi Bernie qu'elle peut mettre toute la vidéo, parce qu'il y a toute une histoire avec cette vidéo. C'est juste une petite morceau aussi que parfois on explique, mais pour nous, ça aussi, comme on travaille avec les enfants, ça permet aussi de parler, de demander comment eux ils voient, parce que les enfants ils sont tous très intelligents et ils voient les choses très originales. C'est toujours intéressant aussi écouter comment ils voient les choses. Et nous aussi très, très heureuses, parce que cette vidéo, par exemple, on est allé à Strasbourg, il y a aussi l'hôpital, très gros hôpital contre cancer, ECAS. Ils ont demandé, ils pensent montrer cette vidéo, ils ont un appareil de radiothérapie où il faut rester sans bouger. Ils ont dit qu'on cherche quelque chose comme ça, l'art, mouvement. Ils ont demandé s'ils peuvent montrer aux patients qui vont être pendant cette période de radio machine. Je dis, mais on sera très heureux que si ça peut aider aux gens aussi, même pendant le traitement, c'est vraiment l'objectif, que ça relève un peu la douleur, et ça peut changer des idées et penser à autre chose aussi. Alors moi je vais te donner un scoop. Grâce à toi, et grâce au Milkway et à la caséine, moi je ne connaissais pas du tout. Moi j'ai découvert la caséine dans l'eau quand on m'a dit il va faire un essai, et que j'ai vu la première fois tous les poissons arriver, voir ce film se dégrader en quelques minutes. Et puis hier, ici dans cette salle, il y avait un des directeurs qui était là de Milkway, et on s'est dit qu'on allait se parler parce qu'il travaille sur la replantation de la posidonie. Et ça peut apporter beaucoup de choses. Donc on va mettre en place un programme d'études ensemble, voilà, avec une nouvelle technologie. Et voilà, tu vois, les belles rencontres sont là, et de pouvoir se rencontrer. Voilà. Merci à tous, Alors, on a tenu les temps. Et encore une question, et je voulais juste rebondir un petit peu, parce que j'en profite, j'ai le micro. Je suis là. Ah, pardon. Ce joli film qui est magnifique, chez moi, c'est vraiment, on est au cœur de ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'émotion pour véhiculer un message. Et dans ce film, il y a une extrême fragilité, il y a une extrême beauté, mais il y a aussi une robustesse qui fait que ce matériau qui est biodégradable, il est symbole de vers quoi on aimerait évoluer pour protéger notre planète. Mais l'émotion, elle était au cœur, et vous avez réussi, parce que sincèrement, moi, personnellement, je l'ai ressenti. Merci beaucoup. Peut-être avec les musiques. Oui, il y a encore une question là-bas. Oui, bonjour. Donc je trouve ça fabuleux que vous créez du plastique à base de caséine. C'est un grand espoir pour l'environnement. Je fais partie de l'association Félix Félix. Voilà. Et sachant que la caséine est une protéine de lait, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place également pour la protection animale, notamment la protection des bovins, quand on connaît ce qui se passe dans l'industrie du lait? Mais en fait, c'est pas nous qui produisons. On collabore, et juste, c'est une des exemples de plastique biodégradable qu'on veut montrer. Il y en a beaucoup. Il y a plastique à la base des algues, à la base de maïs et d'autres plantes aussi. Mais nous, on est en collaboration maintenant avec Lactis. Tatiana, justement, elle vient d'aller le visiter. C'est une bonne question. En fait, il ne faut pas produire spécialement du lait pour cette plastique. Tout ce qui est bien que eux, ils utilisent les déchets qui restent à partir de production de yaourt ou d'autres produits au fromage. Ça veut dire que comme ça fonctionne sans déchets, tout ce qui est encore mieux pour l'environnement et tout. Mais je pense que caséine, c'est juste une des exemples. Mais il faut voir vraiment large et autour de nous, et comme ça collaborer, promouvoir, communiquer différentes possibilités de plastique ou d'autres choses qu'on peut utiliser comme emballage, mais qui est vraiment plutôt favorable pour l'environnement aussi et pour le futur. Non, il y a deux choses qui me viennent. Déjà, merci pour cette question. C'est toujours le plastique, c'est fantastique. Pour le coup, c'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase. C'est fantastique le plastique, tout est fantastique, mais au service de quoi on va utiliser ce qu'on découvre? Si on avait utilisé le plastique pour des raisons médicales, par exemple,
Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'aujourd'hui on découvre quelque chose, on le met au service de tout et n'importe quoi, et donc ça devient un problème. La nourriture végétale elle peut être une catastrophe, la caséine peut être une catastrophe, ça va dépendre à quel service on met ces découvertes-là, ça c'est vraiment ma conviction. La deuxième que je vous partage, c'est que on voit là que c'est holistique le problème. On parle d'un cancer. Finalement, les cancers aujourd'hui, c'est pas le réchauffement climatique. La perte de 70% du vivant, c'est pas le réchauffement climatique. C'est les intrants chimiques, les pesticides. Et c'est même pas un problème de réchauffement climatique encore. Donc on n'est même pas encore en train de toucher du doigt les problèmes de réchauffement climatique. Et la troisième, il y a 2 personnes qui ont dit il faut qu'on protège la planète. Hier soir, j'ai écouté une émission de radio locale où quelqu'un disait il faut vraiment que les gens se mettent en branle pour protéger la planète. Et je me dis toujours, mais qu'est-ce que c'est anthropocentré de penser que nous, on va protéger la planète 4 milliards d'années. On est juste en train de faire une petite égratignure à la planète. Là, on est en train de perdre du vivant. Potentiellement, on peut disparaître. C'est pas une insulte, c'est scientifiquement plausible. Mais derrière, la planète ne va pas disparaître. La planète ira bien. Il y aura de nouvelles formes de vie. Et donc, déjà, quand on comprendra que le combat qu'on mène là, il n'est pas pour la planète va très bien. Oui, on est en train de faire du mal à des millions d'espèces végétales, animales, et potentiellement à nous, mais derrière nous, la vie sera incroyable, ça j'en suis persuadé. Ouais, ça, on l'a dit hier avec Laurent, on a dit que le grand danger, et si on doit faire prendre conscience aux gens, c'est que la planète, elle va continuer, elle a une résilience, elle va s'adapter, elle a vu passer des dinosaures, les dinosaures ne sont plus là, là elle est en train de voir passer l'humain, et peut-être que malheureusement, j'espère pas, je vais rester positif, qu'on soit encore là, parce qu'on a peut-être une intelligence pour rester encore sur cette planète. Voilà, je pense qu'on a fini. Ouais. Il y a encore une question, pardon. Je voulais juste rebondir sur peut-être on va disparaître, mais la planète continuera. Donc je voulais continuer la phrase là, si vous le voulez bien, en citant l'ouvrage Green Urbex de Veillon, les photos de Veillon et une superbe préface également de Tesson. Et notamment, alors là je cite pas la préface, mais je cite le texte du photographe qui détaille en fait dans son texte toutes les catastrophes qui seraient consécutives à notre disparition si on n'entretient plus en fait toutes les explosions, inondations, pollutions de toutes sortes, si on n'entretient plus nos infrastructures. C'est-à-dire que si l'homme disparaît, qu'il ne prépare pas sa disparition, la planète survivra certes, mais avec des dommages. Alors je ne sais pas à qui je m'adresse finalement, c'était juste pour rebondir à la fin de l'histoire, pas juste dire bon, disparaît, mais c'est pas grave, ça va continuer. Mais je m'en doutais. Mais aussi bien, il peut y avoir aussi d'autres conséquences. C'est un peu nous et les petits oiseaux, c'est-à-dire que là, comme vous dites très bien, c'est tellement anthropocentré qu'on pense que voilà, on a des actions efficaces totales, alors qu'on peut faire des choses, hein, puisqu'on est là ensemble pour ça, pour sensibiliser et pour se poser des questions. Mais aussi bien, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses qui peuvent préparer, alors c'est dur ce que je dis, notre disparition, puisqu'on n'en est pas sûr non plus, etc., bien sûr, mais au moins faire en sorte que la planète soit moins abîmée, et quel que soit le devenir de l'humain. Vous voyez, ça c'est pour être plus modulé aussi du coup, un peu plus mes propos. Voilà. Alors il y a Laurent qui veut répondre. Ouais. J'ai pas dit qu'on ne ferait pas de dommages, mais des dommages dans quel référentiel de temps? On fait des dommages sur ce qu'on connaît de la vie de la planète en tant qu'humain sur des milliers d'années, mais dans quel référentiel de temps? Il y a déjà eu 5 extinctions de masse, donc ça a été des dommages incroyables, mais la vie a repris, et donc la vie sera différente. On aura perdu, ce que je disais, c'est horrible, une vie, on a eu de la chance de vivre sur une planète qui a une vie incroyable, où une chimie a généré des formes de vie sans nom. Oui, ça risque de disparaître, et c'est catastrophique, et c'est des dommages incroyables, mais sur une temporalité qu'on connaît, et derrière, il y aura d'autres formes de vie qui seront peut-être plus ou moins belles. Et encore une fois, ça veut dire qu'on a un critère de ce qu'est la beauté. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude, encore une fois, qui peut avoir des inquiétudes pour une planète qui a des milliards d'années? Par contre, l'humain, et toutes les espèces qu'on emmène dans notre sillage, effectivement, c'est catastrophique, je suis d'accord avec vous. Vas-y, Laurent. Je ne veux pas faire une réponse trop longue, mais les réponses, on les a déjà. Elles sont dans le passé, il suffit de... Alors effectivement, il y a des grandes crises, il y en a eu déjà 5. Chaque fois, la planète s'en est remise.
Il y en a une, elle a mis 100 millions d'années pour s'en remettre. Donc effectivement, la temporalité, on peut en discuter. Il n'y a pas eu que des grandes crises, il y a eu aussi des petites crises. Là, ce qui est très difficile de savoir si on amorce, moi je suis convaincu qu'on amorce une crise. Par contre, l'ampleur de cette crise, je n'en ai personnellement aucune idée. Il y a déjà une première échéance qu'on peut fixer, c'est 20 000 ans. Je ne sais pas si dans 20 000 ans, l'espèce humaine sera toujours là ou pas, mais dans 20 000 ans, on va repasser en période glaciaire, c'est-à-dire que les calottes polaires vont s'étendre. La dernière fois qu'elles se sont étendues, c'était jusqu'à la latitude de Londres et de Montréal. Donc là, toutes les structures humaines qui sont aux hautes latitudes de l'hémisphère nord vont être balayées par les glaciers. Ça va être réduit à l'état de farine. Donc voilà. Déjà, on a déjà une échéance. Là. Ah ben c'est les modélisations du réchauffement. Là, on est sur les cycles du forçage externe, et des cycles de l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil. Et ça, c'est des cycles qu'on observe depuis que la Lune existe, c'est-à-dire depuis 4,5 milliards d'années. Donc là, on est sûr du coup. Là. Alors moi qui ai eu la chance... Moi qui ai eu la chance de voyager et de faire 4 fois le tour de la planète, je peux vous dire que je suis allé dans des endroits où la trace humaine a complètement disparu. Et la nature a pris totalement le dessus. Je vous conseille de regarder ce qui se passe actuellement à Tchernobyl, où la nature est en train, malgré tout ce qui s'est passé, toute cette catastrophe nucléaire, mais regardez aujourd'hui, la nature, elle, reprend. Et la trace humaine est en train de totalement disparaître de Tchernobyl. Dans quelques centaines d'années, milliers d'années, je ne sais pas le temps que ça va prendre, on ne saura même pas que là a existé une ville. C'est assez impressionnant de voir ça. Tchernobyl est un exemple absolument super. Ouais. Désolé pour le contexte. Ouais. On voit que la nature, quand il n'y a pas l'homme, elle s'en sort très bien fou, hein. Et très vite. Et la génétique des loups, des mammifères autour de Tchernobyl a changé pour encaisser les rayonnements auxquels les espèces sont soumises. Donc on voit que la génétique se modifie également très rapidement. Là, on parlait de temporalité, on est sur en termes d'années, de décennies. On est à cette échelle-là, la nature a cette capacité-là. Et nous, on le voit sous l'eau. On voit ces changements sous l'eau et on se dit qu'actuellement, la nature est en train de s'organiser et on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Et, il y a un livre là-dessus qui s'appelle, ça me fait penser à la culture du non-agir. Il y a un livre de Masanobu Fukuoka qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille. Vraiment, c'est un livre, moi, qui m'a bouleversé et qui montre à quel point, quand on observe et qu'on laisse faire la nature, on peut obtenir des résultats assez incroyables. Un très beau livre. On est sur des notions d'adaptabilité, de résilience, ça dépend de quel champ on parle. Donc la nature, effectivement, est fortement résiliente. Après, les effets de l'homme, effectivement, ne sont pas toujours visibles parce que ça peut s'enterrer, ça peut disparaître, la nature va reprendre le dessus. Et un combat, et après j'arrête de parler, mais un combat que j'aime pas employer le mot combat, je suis assez d'accord avec vous, mais en tout cas, ce qu'on doit porter le plus aujourd'hui, c'est la capacité de réveiller les imaginaires. Dès qu'on pose des humains autour de la table et qu'on se dit, tiens, moi j'anime beaucoup d'ateliers qui s'appellent 2030 Glorieuse, où on part en voyage en 2030. Et on se dit, tiens, ça serait quoi mon quotidien en 2030? Ça serait quoi les odeurs? Ça serait quoi il y aurait quoi autour de moi? Ça serait quoi les mouvements, la temporalité? Et qu'on voit en 1h30, 2 heures de conversation utopique, parce que c'est terriblement utopique, c'est vraiment qu'est-ce que je veux vivre? On voit qu'on a un travail à mener avec les artistes, avec les metteurs en scène, les cinéastes, les architectes. Le combat à mener, il est sur montrer aux hommes qu'on a la capacité de rêver d'autres indicateurs, un autre imaginaire, et que quand on rêve la vie qu'on veut mener, elle ne ressemble pas à celle-ci. Même pour un homme politique, un scientifique, un citoyen, elle ne ressemble pas à celle-ci. On ne veut pas avoir les bouchons, les voitures, les klaxons, les bruits d'échappement de scooters. Donc il y a un combat sur la capacité à réveiller les imaginaires qui, pour moi, est une clé incroyable de succès pour réussir cette transition. Ben nous, on réveille ça auprès des enfants. Je sais qu'elle le tient à la Ville Blanche. Et voilà, donc je vous invite cet après-midi à les écouter parce que vous allez voir, ils ont beaucoup de choses à dire. Merci. Merci.